Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. La sécurité, la confirmation de l'affiliation du Front de libération du Massina au groupe Ansardine Diad Agagali, l'initiative des leaders religieux de créer un réseau mondial de lutte contre le terrorisme, l'évolution de l'accord pour la paix et la réconciliation un an après la signature du document. Voilà entre autres les sujets que nous avons retenus parmi ceux qui auraient dominé l'actualité cette semaine. Et pour parler de tout cela, nous recevons trois invités, Madame Tougoula Awasemega de Kunafoli TV, Yoroso de l'Inter de Bamako et Idriss Deko de Viva News. À la présentation, Seydou Fomba. Le grand dialogue. Auditrices, auditeurs, bienvenue. La sécurité au Mali, le sujet demeure malheureusement toujours préoccupant avec des affrontements le week-end du 14 au 15 mai entre deux fractions des groupes armés. 3 combattants avaient trouvé la mort. Pas plus tard que ce matin, on apprenait la mort de 5 soldats tchadiens. C'était donc mercredi dans une attaque terroriste. On ne sait vraiment plus à quel sein se vouer, est-on tenté de dire, Madame Tougoula Awasemega. Oui, c'est assez déroutant parce que ça devient de plus en plus fréquent l'attaque non seulement des casques bleus mais également de l'armée malienne. J'estime là que on doit se poser la question de savoir qu'est-ce que le service de renseignement fait exactement. Parce que normalement, s'ils sont bien renseignés, s'ils font très bien leur boulot, ce genre de problème ne doit pas être... Ça peut certes intervenir, mais pas aussi régulièrement, de cette manière-là. Et Rosso d'Inter de Bamako. Ok, merci. Et cette situation est prévisible dans la mesure où les groupes armés ne sont pas cantonnés. Donc, ils sont dispersés par-ci, par-là. Chacun a un agenda. Donc, ils obéissent à ça. Donc, les attaques ne vont jamais se terminer tant qu'il n'y a pas de cantonnement. À vous, Idriss Deko, la parole de Viva News. Bon, pour moi, ça veut dire que la sécurité prendra du temps à revenir, c'est-à-dire même après la signature de l'accord, la mise en œuvre de l'accord, même après la mise en place des autorités intérimaires, ça veut dire que la paix, elle prendra beaucoup de temps, parce que les gens ont quand même pris des habitudes. Il y en a qui se sentaient bien dans cette rébellion. Et dans la rébellion, on a dit qu'il y a plusieurs groupes. Il y a des narcotrafiquants, il y a bien d'autres. Donc tout le monde n'a pas intérêt à ce qu'il y ait la paix. Donc pour moi, on peut s'y attendre et même bien après, même après la mise en place des autorités intérimaires. Madame Tougoula Awasemega de Kunafoni.com, il y a trois suspects qui ont quand même été arrêtés. Cela peut bien sûr mener à quelque chose, non? Oui, mais j'estime que c'est trop limite. 3 suspects ont été arrêtés, c'est vrai, mais il faut que quand ces suspects sont arrêtés, quand vraiment les personnes impliquées réellement sont arrêtées, il faut prendre des mesures radicales. Radicales en ce sens que quand on t'arrête, tu te mets en tête qu'une solution, tu ne vas pas être libéré ou bien ils ne vont pas juste arrêter pour arrêter. Il faut éradiquer le phénomène. Moi, je pense qu'il faut prendre des mesures plus concrètes. Yoroso, c'est quand même assez important. Quand on arrête après tout 3 suspects, on ne sait pas, ça peut aider dans les enquêtes, non? Bon, on nous a habitués à ces arrestations et après, c'est des libérations. Sous des pressions, on les libère. Il faut qu'il y ait quand même de la fermeté du côté du gouvernement pour quand même que ces affrontements cessent. Voilà, il faut de la fermeté. Sinon, arrêter, après on les libère, ça nous amène nulle part. Nous avons assisté à ça et c'est pourquoi ces groupes se donnent à ce jeu. Ils savent qu'après, c'est l'impunité. C'est clair. Voilà. Idriss Deko. Bon, moi j'estime que même ces arrestations, il n'y en a pas suffisamment. L'amusement a tellement été attaqué. Chaque fois, les enquêtes sont en cours. On se demande s'il y en a une seule qui a abouti jusque-là. Et même là, on nous dit qu'on a arrêté des suspects. Donc, ce n'est même pas sûr que ce soit vraiment ceux qui ont causé ces attaques-là qui soient arrêtés. Mais c'est pour dire en tout cas qu'il faut que la MINUSMA, elle aussi, et en tout cas de concert avec le gouvernement malien, on commence à voir un peu plus clair dans ces histoires d'arrestation, quel est l'aboutissement, et que vraiment on puisse trouver des gens
qui ont commis des actes et qui soient arrêtés et jugés conformément. Il n'y en a pas eu jusque-là. Et donc ça n'inspire pas trop confiance. On attend de voir. Madame Toula Awasemega, on doit quand même retenir que depuis le début de l'année, il y a eu une douzaine d'attaques contre les Nations Unies, recensées dans la région de Kidal, ce qui a coûté la vie à au moins 12 personnes des Nations Unies. Dites-nous, n'avez-vous pas l'impression qu'on doit essayer de voir au niveau des Nations Unies, de changer de fusil d'épaule, de faire quelque chose, disons, au lieu de rester comme ça? Non, c'est évident qu'ils ne doivent pas être seulement une force de maintien de paix. Ils doivent agir en fait. Parce que tant qu'ils n'agiront pas, et tant que l'armée également ne posera pas d'actes vraiment concrets, les attaques vont continuer parce que, comme M. Yorosso vient de le dire tout à l'heure, il y a des arrestations, après on les libère et après aucun jugement. On n'a pas entendu dire que des terroristes ont été arrêtés, ils ont été jugés, il y a tel acte qui a été posé concrètement. Je pense que ces choses-là doivent être revues. Et non seulement par la MINUSMA, mais également par le gouvernement. Yorosso de l'Intel de Bamako. La situation à Kidal est inquiétante dans la mesure où on a combattu tous les groupes, que ce soit les groupes djihadistes terroristes, mais on a laissé un seul groupe en Sardine qui évolue à Kidal et qui a clairement dit qu'il va se battre contre l'occupation européenne ou bien l'occupation française. Donc ces actes qui se posent aujourd'hui sont à l'actif dans Sardine que la France est en train d'entretenir et on ne sait pas les raisons pour lesquelles la France entretient des relations avec IAD qui doit être combattu au même titre que les groupes terroristes. Mais Yorosso, pensez-vous que la France quel intérêt la France peut avoir à entretenir, entre guillemets, voilà, la France a des intérêts dans cette zone. Si elle n'avait pas des intérêts, pourquoi ne pas envoyer l'armée malienne à Kidal? L'armée malienne pouvait aider quand même la MINUSMA et la force Barkhane quand même à mieux contrôler les territoires kidalois. Mais si cela n'est pas fait, ils savent où se trouve, tout le monde sait où se trouve IAD, ses positions sont connues, tout le monde le sait, ils communiquent. Quelqu'un qui communique avec les téléphones aujourd'hui, il est très facile de l'abattre. On ne le fait pas, on les laisse, ils tuent les gens et après, quelque temps, on organise une opération de charme, on tue 2 ou 3 terroristes et après on dit voilà. Et ensuite, il y a des rebondis. Je vois que trop, c'est trop. Là, justement, moi, je pense que il faut. Là, ça montre clairement qu'il y a des complicités, non seulement au sein de l'armée, il y a des complicités au sein de la population. Et c'est ces choses-là qui doivent être vraiment combattues. C'est voilà. Ça. Et comme vous l'avez demandé, le Mali devrait quand même demander aux Nations Unies le renforcement des missions de l'ONU, comme la RDC l'a demandé. La RDC a demandé et elle a obtenu un renforcement de ses missions. Nous avons vu dans ce pays que les forces onusiennes et les forces armées congolaises patrouillaient ensemble et elles ont causé des torts à ces groupes qui évoluent dans ces zones. Et petit à petit, l'armée congolaise a reconquis les territoires qu'elle avait perdus. Et un colonel est sorti de ce lot, Mamadou Tala, qui a été tué après, qu'on l'a nommé après général. Donc la RDC quand même est parvenue, grâce à ces hommes politiques, à obtenir des Nations Unies un renforcement de ses positions. Et pourquoi pas, les Maliens ne les demandent pas. Nous sommes à quelques jours du renouvellement du mandat. Il est temps quand même que le gouvernement demande qu'on révise la position de la MINUSMA dans notre pays. Vraiment qu'elle ne soit pas une force qui se promène à travers la ville et qu'elle soit là pour combattre et qu'elle patrouille avec l'armée malienne dans ces zones. L'armée malienne connaît la zone, elle doit travailler avec l'armée malienne pour sécuriser aussi bien les territoires, les personnes et les biens. Tant que cela n'est pas fait, et Awa l'a dit, les complicités qui sont là, il faut les combattre parce que les complicités internes peuvent mettre en échec tous les programmes. Il faut les combattre. Voilà. Idrissa Diko de Viva News, Yad Agali, il demeure finalement une équation difficile autant pour les Maliens que pour la communauté internationale, notamment la France.
Ah, forcément, parce que ça se voit. On sait que c'était un acteur très important dans la rébellion et dans l'insécurité qu'il y a dans le nord du Mali. Donc tant qu'on ne lui parle pas, ou en tout cas on ne le voit pas, ça veut dire que les problèmes ne peuvent pas être résolus. Mais on le cherche et on ne le trouve pas, c'est cela? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si on le cherche. J'avoue que je ne sais pas. On le sait. moi, je ne sais vraiment pas si on le cherche ou on ne le cherche pas. Ce qui est sûr, on nous dit qu'on ne sait pas où il est. Bon, ça m'étonne. Et même si c'est le cas, ce qui est sûr, il faut faire un peu plus de sérieux pour savoir où il est et le prendre en compte dans les négociations. Ce qu'on dit dans le principe de négociation, tous les acteurs doivent être pris en compte d'une façon ou d'une autre. Donc, ils savent ce que je veux dire. Mais moi, ce qui m'intrigue un peu, j'ai l'impression que la MINUSMA, finalement, est venue pour jouer un peu faire de la main-d'œuvre au Mali. Et c'est vrai, on se rappelle comment, au départ, elle a été critiquée, et finalement, elle est rentrée quand même dans une dynamique de communication. Et chaque fois, la MINUSMA dit, ouais, nous avons fait un forage par-ci, nous avons renforcé les capacités ici. Voilà c'est à quoi, pour moi, la MINUSMA s'attelle. Mais vraiment ne règle pas du tout la question de sécurité. La MINUSMA ne fait rien dans ce sens. Et l'autre question que je me pose, c'est que la MINUSMA n'est pas la seule force présente au nord. Il y a les FAMA qui sont attaqués aussi, la MINUSMA qui est attaquée, mais il y a une autre force qui est là-bas, qui n'est jamais attaquée, elle. C'est Barkhane. Et on a l'impression que, et c'est même vrai, l'opération, comment on dit, la force Barkhane maîtrise mieux le terrain que tout le monde. Et ils ne sont jamais quand même attaqués. Et il faut quand même se poser des questions, c'est pourquoi ils sont aussi amis avec ceux qui attaquent, ou bien qu'est-ce qui se passe? Donc franchement, moi je m'interroge beaucoup sur ça. J'ai l'impression qu'à chaque fois que nous sommes à une étape décisive du processus de paix, quelque chose arrive. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour dire que bon, chacun est important, je ne sais pas ce que c'est. Parce qu'actuellement, vous savez qu'on est en pleine phase, la mise en œuvre de l'opérationnalisation du cantonnement. Et donc, on est dans le processus aussi pour les autorités intérimaires. Alors, Madame Togola Awa Semega, Barkhane qui n'est pas peut-être autant attaqué que la MINUSMA, mais Barkhane compte quand même des victimes. Oui, c'est clair que toutes les forces au nord comptent des victimes. Toutes les forces comptent des victimes. Et je pense que Barkhane est là, la MINUSMA est là, l'armée malienne est là. M. Yorosso l'a dit tout à l'heure, il faut que ces forces-là se mettent ensemble pour mener des actions concrètes qui vont donner des résultats concrets. Voilà. Parce que tant qu'ils ne vont pas travailler ensemble, ça ne pourra pas aller. Alors, donc, je pense que la solution devrait être trouvée. La MINUSMA ne cesse de nous répéter à longueur de journée, notre mission n'est pas d'attaquer. Ils le disent fermement. Même à leur dernière conférence, ils sont revenus là-dessus. Même quand elle est attaquée. Non, elle a au moins, en ce moment, elle peut réagir. Mais elle ne peut pas faire d'opération offensive tant qu'il n'y a pas... Et même, ils ne sont pas directement menacés. Elle ne peut que se défendre. Voilà, elle se défend en situation de légitime défense, etc., etc. Mais au moins, elle nous a dit également que Barkhane est là pour lutter contre les terroristes. À ce moment, pourquoi Barkhane ne rentre pas en action pour éliminer quand même les terroristes qui sévissent dans le nord Mali? En tout cas, soit ils ne veulent pas le faire, ou en tout cas, ils sont inefficaces. Vous pensez qu'ils en ont les moyens humains? Barkhane? C'est ce qu'on nous dit. On dit que c'est l'armée française quand même a tous les moyens qu'il faut. Ils ont la logistique, ils ont les renseignements. Et donc, s'ils n'agissent pas, on ne les comprend pas non plus. Ils ne font pas leur travail. Alors, Studio Tamani, 18h30, en moins de 2 minutes, même 1 minute. Alors, la suite de cette émission dans un instant. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. 3 journalistes dans ce studio pour revenir sur l'essentiel de l'actualité cette semaine. Ces journalistes sont Mme Togola Awa Semega de Kunavori.com, Yorosso de l'Inter de Bamako et Idrissa Diko de Viva News. Nous avons donc parlé sécurité. On va aborder un sujet qui n'est pas du tout loin. Du premier, c'est la nouvelle donc, du Front de Libération du Massina, le Front de Libération du Massina, qui confirme qu'elle est affiliée à Ansardine Diad Agagali. C'était dans une vidéo qui a été publiée donc en milieu de semaine. Alors dans ces mêmes messages, le groupe menace la France et ses alliés qui sont au Mali. Est-ce surprenant, Mme Togola Awa Semega? Non, ce n'est pas du tout surprenant dans la mesure où on les laisse faire.
Moi, je pense que ces forces-là, c'est la communication qui leur donne disons, ces groupes armés, c'est la communication qui leur donne de la popularité et du pouvoir. Parce que quand ils posent des actions, aussi minimes soient-elles, et après ils communiquent là-dessus, si nous, journalistes, on joue le jeu, ça ne va pas passer. Et donc, le fait aussi qu'ils soient affiliés à Ansardine, ce n'est pas du tout surprenant. Parce que mes confrères le disaient tout à l'heure, on a laissé la main trop libre à Iyad pour agir. Donc c'est clair qu'il a posé des actes tout en incitant d'autres à faire comme lui. Et le FLN, c'est clair que c'est un groupe qui est là, qu'il ne faut pas minimiser, mais je ne pense pas qu'il faille donner aussi grande importance à ces forces-là, parce que c'est ça qui les incite à faire des actes. Yeroso de l'Inter Bamako. Oui, je crois que c'était pour officialiser leur adhésion ou leur affiliation à ce groupe, sinon ils travaillent ensemble. Toutes les attaques qui ont été posées par le Front de libération du Massina ont été revendiquées par Ansardine, que ce soit dans la région de Sikasso ou vers Nara. Donc ces attaques ont été revendiquées. Donc il suffisait seulement de dire aux gens que nous sommes ensemble, sinon ils sont ensemble depuis longtemps. Mais je crains par rapport à le Front de libération, parce que j'ai entendu des propos qui ne me rassurent pas. Et il y a une connotation ethnique qu'on est en train de donner à ces groupes. Il faut qu'on fasse beaucoup attention de ne pas faire l'amalgame. Ouais. Certes, les responsables sont des Peuls, mais il ne faut pas braquer les phares sur les Peuls. Tous les Peuls ne sont pas dans cette histoire. Et tous les Peuls du Massina non plus n'adhèrent pas à l'idéologie de Amadou Koufa. Il faut éviter donc l'amalgame. Parce que dans cette zone, quand vous prenez Massina, c'est une vieille terre d'islamisation. Donc, tant que les grandes familles maraboutiques et les grandes notabilités du Massina ne sont pas affiliées à Amadou Koufa, je crois que l'avenir de ce groupe est incertain. Mais il faut que les gens fassent extrêmement attention, parce que les propos de ces derniers jours sont inquiétants. Tous les Peuls ne sont pas là-dedans et tous les Peuls ne sont pas des terroristes. Il faut qu'on fasse extrêmement attention. Parce que la zone du Massina, si nous prenons la région de Mopti aujourd'hui, c'est une poudrière. Il faut faire extrêmement attention. Il y a conflit entre Peuls et Bamara ici. Et on est en train de stigmatiser les Peuls par rapport à Amadou Koufa. Il est temps que l'État vraiment communique par rapport à ce problème, comme ATT l'a fait lorsque la rébellion a éclaté en 2012. Il a clairement dit qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Tous les Tamasheks ne sont pas des rebelles, ne sont pas des terroristes. Donc, il est temps que le gouvernement quand même communique avec le peuple pour que les gens comprennent que c'est des groupes isolés qui sont là, qui sont en train d'attaquer les paisibles populations du Mali. Ce risque d'amalgame que vous évoquez, n'est-ce pas une situation qui interpelle non seulement les autorités, mais aussi peut-être les hommes des médias? Non, ça interpelle tout le monde. Les hommes des médias, surtout les propos que j'ai évoqués ici, j'ai entendu sur des radios et j'ai lu dans des journaux. Donc, les hommes des médias, quand même, sont les premiers responsables qui doivent informer les gens sur les objectifs de ce mouvement et informer les gens que ce ne sont pas tous les Peuls. En ce moment, il y a aussi la communauté Peul dans cette zone aussi. Il y a Tapital Poulakou, il y a d'autres associations qui peuvent intervenir et informer les gens que voilà, tout le monde n'est pas avec Amadou Koufa. Voilà. Donc tout le monde doit en fait s'y mettre. Okay. Voilà. Idriss Diko de Viva News. Bon, moi, cette affaire de Amadou Koufa, là, franchement, je me pose plus de questions que toute autre chose. Parce qu'il y a bien longtemps que ça a commencé, on parlait d'Amadou Koufa, et on a même des représentants des médias internationaux qui mettaient l'accent. Ce n'était même pas la presse malienne, en tout cas sur le plan national, qui s'intéressait beaucoup à Amadou Koufa. On sait qu'ils s'intéressaient beaucoup, ils insistaient. Donc on voyait un peu les choses venir. Quelqu'un me disait une fois, je crains que... Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. J'ai l'impression que, bon, la question
Touareg est en train de s'épuiser petit à petit. Il faut encore préparer un autre terrain et faire, dire que là, ce sont les Peuls maintenant qui sont les rebelles. Je pense que c'est un peu trop facile. Amadou Koufa, là, on le connaît très bien. Il faut demander aux Peuls, tout le monde le connaît. Et il n'a pas commencé avec la rébellion. C'est un ancien Il prêchait beaucoup et puis on l'écoutait beaucoup sur les radios ici à Bamako. Et demander est-ce qu'il faisait vraiment l'unanimité. Les familles maraboutiques et autres, ce sont des gens qui n'aiment pas du tout, qui ne veulent même pas entendre parler d'Amadou Koufa. J'estime qu'il est indiscipliné et pas respectueux quand même des règles établies un peu. Il ne respecte pas les familles maraboutiques. Donc, Amadou Koufa est très loin de faire l'unanimité, même en milieu Peul. Même dans son Massina là-bas, il est loin d'être un exemple pour tout le monde. Donc moi je pense que c'est un faux prétexte. Alors maintenant il faut s'interroger qui est en train de mettre l'accent sur l'affaire d'Amadou Koufa. Il faut aussi vraiment s'interroger ça. En tout cas il est très loin de représenter la communauté Peul. Ce qui nous conduit à un réseau dont on parle de plus en plus, on évoque la création à Bamako d'un réseau mondial de lutte contre le terrorisme. Il paraît, c'est une initiative des leaders religieux, qui vise donc à lutter contre le radicalisme religieux. Madame Togola Awasemega, c'est quand même quelque chose d'assez important puisqu'il s'agit quand même de dignitaires religieux. Oui, c'est important et j'estime que les dignitaires religieux, c'est une bonne initiative. C'est par eux que doivent commencer la sensibilisation. Ils doivent sensibiliser au niveau de leurs prêches. Parce qu'il faut faire extrêmement attention avec les prêches qui sont beaucoup écoutés par les populations. Et il y a beaucoup de leaders religieux. Les principaux, on les connaît. Ils sont écoutés, ils sont suivis par la population. Et je pense qu'ils doivent être vraiment des vecteurs de sensibilisation et de conscientisation de la population. Et Rosso, de l'intervention. Comme on le dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. S'ils ont compris qu'ils doivent jouer un rôle dans cette affaire pour quand même appeler les uns et les autres à revenir à la raison, je crois que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose et qu'ils s'investissent dans ça, dans la sensibilisation, surtout la formation. Il faut qu'on forme les gens par rapport à la religion. Vraiment. Ça, c'est notre grand problème aujourd'hui. Les gens viennent, ils prennent une partie du Coran ou des hadiths par-ci, par-là, et se proclament, ou des élèves renvoyés en 9e année, Médersa ou 9e. Du jour au lendemain, vous les voyez sur les grandes places publiques en train de prêcher, et les prêches, quand même, sont... Avec toutes sortes d'extrapolations. D'extrapolations et des prêches contraires aux règles de l'islam. Donc, ils radicalisent les gens du jour au lendemain. Surtout sur les prêches, sur les radios, sur les lieux publics, dans les mosquées, ça radicalise. Tous les jours, les gens se radicalisent à Bamako ici. Je ne sais pas si vous avez fait le constat un peu. Il y a des mosquées ou quand même des leaders religieux qui sont parvenus à se positionner sur une partie du Coran et ils sont sur ça. Donc, eux, il n'y a pas d'ouverture chez eux. Mais s'ils ont compris qu'ils ont un rôle majeur à jouer dans cette situation pour la stabilité du pays, je crois qu'ils sont les bienvenus. Idrissa Diko de Viva News. Bon, moi je pense quand même que les leaders religieux, ils ne font que ça depuis longtemps. Hein. Parce qu'au moins dans les mosquées, au moins ne serait-ce qu'à la prière de vendredi, on écoute les prêches et on a toujours prêché la tolérance. Pas une mosquée où le leader religieux va appeler les gens à tuer, à massacrer. Non, ça ne fait pas. Et puis moi, je voudrais vraiment que les leaders religieux évitent d'être dans le piège un peu politico-médiatique dans lequel on veut les mettre. Braquer la religion musulmane carrément sur la lutte contre les terroristes, un peu comme si l'islam n'avait pour rôle que ça. Non, moi je pense que c'est un truc au quotidien, comme l'autre l'a dit, il faut de la formation, ça c'est vraiment l'aspect le plus important. Sinon les messages de paix, de tolérance, je pense que c'est ce que les marabouts, les religions font à longueur de journée. Maintenant il faut éviter qu'eux-mêmes ils soient orientés sur des sujets précis et qu'eux-mêmes ils travaillent à ramener l'opinion sur une autre, dans une autre direction. Qui ne soit pas seulement le terrorisme tous les jours. Parce que là, ça va quand même donner une mauvaise image et j'ai l'impression que c'est ce que certains cherchent. Assimiler la religion au terrorisme. Oui.
Et donc, amener les leaders religieux dans une position de réaction. Non, l'islam n'est pas terroriste, l'islam n'est pas... Et là, ça n'aide pas beaucoup l'islam. Et même, ils doivent être sur le terrain, dévancer même ces sujets, comme je dis, politico-médiatiques, là, être en avant sur le terrain et ne pas attendre qu'il y ait des actes et qu'ils réagissent. Madame Tougoula Awa Semiga, donc l'impact de la création de ces réseaux dépendra certainement de la stratégie qu'elle va adopter, c'est cela? Oui, tout à fait. Les hommes de médias, on reproche certainement à certains religieux, certains prêcheurs leurs propos, mais c'est quand même étrange qu'il y a des médias, des radios sur lesquels tous les propos sont les bienvenus. Est-ce que les journalistes aussi, les hommes de médias, les radios ne doivent pas un peu balayer devant leurs portes? Non, c'est important parce que c'est important de faire extrêmement attention parce que c'est sur ces radios-là que les prêches passent. Les gens écoutent énormément les radios et je pense que nous, les journalistes, on doit faire attention aux messages qu'on fait véhiculer, qu'on fait passer sur nos différents canaux de communication. Voilà, il ne faut pas tomber dans certains pièges qui risquent de mettre à mal toute la population. Alors, ce qui veut dire que les hommes de médias ont leur part de responsabilité dans la gestion de ces situations. Oui, les hommes de médias quand même ont une grande responsabilité dans cette situation parce qu'on a laissé les gens faire et il n'y a pas de structure de régulation. L'ODEP qui a été mis en place est mort de sa belle mort. Et aujourd'hui, on a une HAC, la Haute Autorité de la Communication. Est-ce qu'elle pourra travailler dans ce sens pour sanctionner les journalistes qui ne vont pas respecter l'éthique et la déontologie? Nous, dans certains pays, par exemple comme la Côte d'Ivoire, et l'équivalent de l'ODEP chez nous, organise des cérémonies officielles où on retire devant tout le monde la carte de presse à des journalistes qui ont manqué à la déontologie. Il faut que ces principes reviennent chez nous. Donc, que les journalistes soient sanctionnés. Les journalistes ne sont pas au-dessus de la loi. C'est clair, c'est ça que... Mais dans la mentalité des gens ici, les gens pensent que les journalistes sont au-dessus de la loi. Oui. Alors que les journalistes, quand même, un seul mot ou un seul propos sur une antenne de radio peut envenimer toute une ville. Donc il faut faire extrêmement attention que les journalistes, quand même, reviennent à la raison. Et il faut sanctionner. Moi, je suis d'accord avec ça qu'il faut sanctionner. On retire les cartes de presse. Pendant 3 mois, ces journalistes ne vont pas écrire, ne vont pas parler à la radio. Et que les journalistes soient d'accord avec ça. Le jugement des pairs est le meilleur. Il faut qu'on se juge et qu'on sanctionne. Il est important que l'impunité cesse. Parce que quand on attaque un journaliste en justice, après, les confrères se lèvent pour dire non, c'est un journaliste, je suis journaliste, j'ai le droit de dire ceci ou cela. Mais c'est important, tu as le droit de dire quelque chose qui va dans la logique de l'éthique et de la déontologie. On a des devoirs, on a des droits certes, mais on a également des devoirs. Il faut le savoir. Idrissa, du coup, il faut donc mettre un peu d'ordre dans la maison, c'est ça? Je pense que ça a été dit par les journalistes eux-mêmes, et même ils les répètent à longueur de journée. Non, je pense que dans tout ce qu'on fait, chacun sait qu'on n'est pas parfait. Les journalistes sont les premiers à savoir que tout ne va pas bien dans le métier. Et effectivement, il faut qu'ils le comprennent, ils le savent déjà et que les responsabilités soient sérieusement prises. Et partout dans le monde, la presse a ses failles. Que ce soit ici au Mali, en France ou ailleurs, il y a des failles dans tout le pays. Maintenant, il faut que régulièrement et de façon bien suivie, que la presse aussi fasse vraiment correctement son travail. Elle a une grande responsabilité dans la mesure où elle est écoutée et elle travaille souvent à façonner l'opinion. Donc, il faut qu'elle arrive à façonner l'opinion dans le sens positif. Parce que si elle fait le contraire, c'est extrêmement dangereux pour un pays. La suite de cette émission dans un instant. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Nous allons à présent nous intéresser à une date anniversaire, le premier anniversaire donc de la signature de l'accord appelé l'accord pour la paix et la réconciliation. Alors, il y a 12 mois de cela, l'accord était signé. 12 mois, c'est peu certainement pour faire un bilan, dresser un bilan, mais 12 mois permettent quand même de se faire une idée de la manière dont les choses évoluent. Madame Togola Awasemega, alors un petit bilan peut-être à mi-parcours. Alors, un bilan c'est un bilan catastrophique, je dirais. Parce que j'ai l'impression que c'est la signature de ces accords-là qui a envenimé les choses. Parce que juste après la même semaine, il y a eu des troubles et ça a continué. Ça a continué de s'aggraver. Je trouve que c'est assez dommage. Et j'estime important que chaque partie respecte un peu l'accord. Et que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit du côté des groupes armés. Et, toutes les parties doivent respecter et aller en conformité avec cet accord-là, parce que jusqu'à présent, la mise en œuvre tarde à venir. Le ressort de l'intervention. Bon, l'accord, moi je ne l'ai pas soutenu, je ne le soutiendrai pas. Donc si vous me direz de tirer un bilan, je dis que c'est un tableau noir. Dans la mesure où si on signe un accord, quand même les hostilités doivent cesser. Et les morts qu'on enregistre tous les jours devraient cesser. Mais c'est tout à fait le contraire. C'est nos militaires qui payent les lourds tributs. C'est les populations qui sont attaquées, leurs boutiques pillées, ils sont tués, ils se déplacent à l'intérieur du pays où ils se réfugient toujours. Je crois que l'accord, la signature n'a servi à rien que d'envenimer la situation. Parce qu'on pensait que si on signait l'accord, quand même, il y aura un peu d'accalmie sur le terrain. Les réfugiés ne sont pas venus. Pire, l'administration ne recouvre pas l'ensemble du territoire du pays. Donc, jusqu'à présent, la souveraineté du Mali n'est pas acquise. L'armée n'est pas à Kidal, l'administration n'est pas à Kidal. Et voilà, donc le tableau est sombre. Idrissa Diko. Bon, je dirais aussi que le bilan est vraiment plus que mitigé. Je pense que quand même, il y a une légère évolution sur le plan sécuritaire quand même. On n'est pas à l'insécurité zéro, mais on n'est plus aussi au temps de Ménaka et d'autres zones fortement disputées. Et je pense que l'essentiel maintenant, c'est la présence de l'administration malienne sur le reste du territoire Kidal et dans d'autres localités. Sinon, j'avoue que ça n'a pas beaucoup évolué, même s'il y a une légère accalmie quand même. Il y a toujours des morts, mais avec, je pense, moins d'intensité que l'année passée et les années précédentes. Donc, c'est un long processus. Et je remarque simplement que ça traîne beaucoup et on est déjà presque en mi-2016 et je suis sûr que le temps que même les autorités intérimaires se mettent en place, peut-être qu'on sera jusqu'à 2017 et qu'elles commencent à fonctionner véritablement elles-mêmes pour pouvoir rétablir la sécurité. Ce n'est pas avant mi-2017 et on sera peut-être à quelques mois encore de l'élection présidentielle. Je ne sais vraiment pas à quoi ça ressemble. Alors, nous allons à présent évoquer quand même une structure, c'est la commission Vérité, Justice et Réconciliation, 10 nouveaux commissaires nommés hier lors du Conseil des ministres. Alors, c'est une nomination qui avait quand même été annoncée. À présent, on compte 25 commissaires. Alors, les choses évoluent-elles dans le bon sens par rapport à cette commission Vérité, Justice et Réconciliation, Madame Togola Awasemega? Très sincèrement, je ne vois pas du tout d'évolution avec cette commission-là. J'espère très personnellement qu'avec la nomination, les nominations qui se sont faites hier, il y aura un peu de mouvement, ça va bouger un peu. Sinon, je ne vois vraiment pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire concrètement comme travail sur le terrain. Le ressort de l'intervention. Ça rentre toujours dans le cadre du processus de paix et de réconciliation. Et moi, je pense que c'est une structure qui a été créée pour caser ceux qui n'ont pas eu la chance d'être nommés à des postes à responsabilité dans l'administration. Donc, c'est une structure parallèle qui est là pour permettre à d'autres de prendre de l'argent. On ne peut pas former une commission
vérité, justice, réconciliation avec des gens qui ont de la haine encore contre le peuple malien. Ça ne peut pas aller. Vous croyez qu'il y a des cas? Il y a des cas. Les représentants de la CEMA ou des groupes armés, là, non, disons-le véritablement, voilà des gens qui ne veulent pas du Mali, quelle qu'en soit la situation. Ils sont là parce que les circonstances ont fait qu'ils soient là. Les moins les manquent aujourd'hui parce que leurs financiers traditionnels quand même ont fermé les robinets. Donc il faut qu'ils se rabattent sur l'État malien qui leur donne de l'argent à longueur de journée. Pourtant, c'est un langage assez apaisé qu'ils tiennent ces temps-ci. Non, je peux tenir un langage apaisé en attendant de porter un coup dur. Cette commission, pour moi, ne va rien apporter. Rien apporter. S'il devait avoir une commission justice et réconciliation, je crois que ça ne devrait pas s'arrêter au niveau des... Je crois que leur objectif, c'est les événements qui se sont passés à Kidal. Ça devrait s'étendre sur l'ensemble de l'indépendance à maintenant. Mais c'est ce qui est dit, justement. Bon, est-ce que c'est le cas? Bon, on verra dans la pratique comment si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la peine. Parce que dans cette commission, ceux qui vont payer les lourds tributs ici, c'est nos militaires et la population noire. Je vous le dis aujourd'hui, ceux qui ont tué nos militaires et la population civile ne seront pas du tout inquiétés dans cette affaire. Idriss Diko. Bon, moi, je pense que si on a déjà accepté le principe qu'il y ait une commission, il faut quand même... On ne peut pas parler de réconciliation également sans parler quand même d'anciens un peu belligérants. Il faut que les différentes tendances soient regroupées dans une commission censée faire la réconciliation. On ne peut pas prendre une seule tendance et laisser une autre, sinon tous les acteurs ne seront pas pris en compte. Mais je vais dire qu'au-delà du nombre, c'est vraiment la qualité du travail offert qui est important. Que le nombre soit revu à 25, 30, 40, pour moi, ce n'est pas ça le plus important. Je pense qu'une dizaine de Maliens, pourvu qu'il y ait un peu la représentativité du tout, et je pense que 10 Maliens peuvent suffire, 10, 15. Donc pour moi, ce n'est vraiment pas le nombre qui compte, mais c'est la qualité et le sens de responsabilité des commissaires qui ont été commis à cette tâche-là. Que maintenant, vraiment, il faut qu'ils travaillent. Jusque-là, on n'a rien vu. Ce que je veux dire, là, c'est quoi? Pourquoi une commission de justice-réconciliation? Il y a eu quoi? Le Mali n'est pas... Je ne vois pas pourquoi on parle de réconciliation. Entre Maliens, il n'y a pas de division. Il n'y a pas de division. Vraiment, je ne vois pas la pertinence de cette commission. Parce que quand on parle de réconciliation, s'il y a eu division, il n'y a pas de division au Mali. Tout Malien se considère comme Malien. Que ce soit les Kidalois, que ce soit les Sikassois, les Ségoviens, les Kaïsiens, tout le monde se considère comme Malien. Et je pense vraiment que cette commission-là vient simplement créer la brèche pour dire qu'il y a une division et que le Mali est divisé. Le Mali n'est pas du tout divisé. Et les Maliens, même les Kidalois, ceux qui se disent Kidalois et rebelles, ce sont des trucs, ce sont juste des groupuscules qui ne sont même pas représentatifs des populations de Kidal, des populations de Gao, des populations de Tombouctou, de Kaï, de Ségou, de tout le Mali. Et j'estime vraiment que ça n'a pas de sens. Alors, nous allons rapidement aborder un dernier sujet. Vous le savez autant que moi que c'est demain le 2e anniversaire d'une visite dont on parle assez ces derniers jours, celle du Premier ministre Moussa Mara à Kidal. L'événement est donc largement évoqué. Ces jours-ci, on parle d'un rapport de l'Assemblée nationale sur la question. Pourtant, le document n'est pas rendu public. On a assez peu de choses. Si toutefois il existe, est-ce qu'on ne va pas un peu trop en besogne Yoroso de l'Inde de Bamako? Moi, je pense qu'il ne faut pas faire de procès par rapport à la visite de l'ancien Premier ministre Mara à Kidal. À l'époque, après l'échec de Tatamli, tous les Maliens souhaitaient quand même que les autorités se rendent à Kidal. Et si Mara a effectué le voyage de Kidal, je pense qu'il était muni d'un ordre de mission signé par une autorité supérieure. Donc, on ne peut pas accuser Mara. Si c'est pour des règlements de comptes politiques, je crois que vraiment, ce n'est pas la bienvenue. Mara est parti au nord du Mali. Il avait un ordre de mission. Il ne faut pas qu'on l'accable. S'il y a échec,
c'est tout le peuple qui doit supporter. Et ce rapport dont on parle, il n'est quand même pas public pour l'instant, et certains le commandent. Non, moi je pense qu'il ne doit même pas y avoir de rapport par rapport à ça. Certes, il y a eu des morts, nous présentons nos condoléances toujours. Mara était à mission officielle. Des événements se sont produits, il y a eu des morts, il y a eu des blessés, et tout le peuple a été angoissé par rapport à ça. Mais si on amène l'affaire de Kidal sur un terrain politique, pour quand même jeter des pots de bananes sur le parcours de Mara, je pense que ce n'est pas la peine. Idrissa Diko de Viva News. Bon, le principe, c'est que quand on est gouvernant, il faut quand même qu'on puisse répondre de tout. Et donc, si on estime que Mara a fait une faute, il devrait répondre. Mais maintenant, on attend justement qu'on situe les responsabilités et qu'on dise qu'il y a vraiment une faute. En fait, voilà toute la question. Justement, sur le rapport dont je parle, vous en avez entendu parler vous aussi, non? Oui, mais je n'ai pas vu le moindre mot de ce rapport. Donc, pourquoi est-ce qu'ils tardent à sortir le document s'ils estiment que... D'ailleurs, ce n'est pas bien. Vous ne pouvez pas être en mission pour une tâche aussi importante que tout le peuple malien attend. Et ils sont en train de jouer à cache-cache. Ils attendent quoi pour sortir les documents, qu'ils les sortent? Je pense que s'il y a un rapport à faire, c'était Mara de le faire. Ce n'est pas l'Assemblée nationale. Voilà, maintenant... Non, parce qu'en fin de mission, le chef de mission, quand même, rédige un rapport. C'est à Mara de produire un rapport. Mais si on le déplace à l'Assemblée nationale, vraiment, c'est pour autre chose. Non, on avait commencé à lancer des enquêtes et tout ça. Maintenant, on estime qu'il faut que ça aille jusqu'au bout. Maintenant, je dis simplement que si les responsabilités existent, elles ne peuvent pas être au niveau seulement de Mara. Mara était le Premier ministre, il n'était pas le président de la République. Et Mara ne peut pas aller jusqu'à Kidal sans que le président ne soit au courant et qu'il ait l'accord du président. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, on se rappelle à l'époque, les déclarations des autorités économiques n'étaient pas au courant. Ça a été une grosse erreur et ce n'est pas bien. Maintenant, donc il fallait s'assumer selon vous. Il faut que tout le monde s'assume. Il faut reconnaître que les gens étaient contents jusqu'à midi au moins de savoir que Mara était à Kidal. Et c'est tout le monde et qui ça était se content. voyait à Bamako. Donc aujourd'hui, je pense que Mara lui-même ne s'inquiète pas. Il a fait ce que les Maliens voulaient qu'il fasse. Ça a échoué. Maintenant, tout le monde doit en assumer la conséquence. Madame Motogola Wasemega de Kunafoli.com. Oui, moi j'estime vraiment que ce n'est même pas un débat avec le fait d'amener Mara à l'Assemblée nationale. C'est un non-sens. D'autant plus que mes confrères le disaient tout à l'heure. Si Mara est allé jusqu'à Kidal, il n'est pas allé de lui-même, il ne s'est pas levé pour dire qu'il va aller à Kidal pour faire une mission. Il a eu un accord quelque part pour lui donner la permission d'aller à Kidal. Et quand il est allé, c'est clair que tous les Maliens étaient contents. Moi-même, personnellement, j'étais très contente parce qu'on n'arrivait pas à aller jusqu'à Kidal. Mais c'est clair que c'est assez regrettable ce qui s'est passé là-bas. Et justement, c'est pas Mara qui a tiré, c'est pas l'armée qui a tiré. Qui est allé les attaquer? Quand ils sont allés, ceux qui les ont attaqués, pourquoi est-ce qu'eux, on les traduit pas en justice? Pourquoi est-ce qu'on les amène pas pour... Non, moi, je pense qu'il faut vraiment pas stigmatiser ou rejeter toute la faute sur Mara. C'est vrai, peut-être qu'il a fait des erreurs de jugement qui n'étaient pas certes bonnes, mais il faut que chacun s'assume. L'armée malienne doit s'assumer, le président de la République doit s'assumer, lui également, Mara doit s'assumer, et les groupes qui ont posé ces actes-là doivent s'assumer. Quand eux, ils viennent à Bamako ici, est-ce qu'ils sont attaqués? On les connaît, ils sont régulièrement à Bamako, on les voit, ils sont avec les populations. Personne ne pose un acte sur eux. Mais pourquoi est-ce que quand maintenant c'est Bamako qui se déplace pour aller là-bas, ils sont attaqués? Donc vraiment, il faut situer les responsabilités et ne pas rejeter la faute sur une seule personne. Voilà, c'est sur ces propos que s'achève le forum de la presse de ce vendredi. Je rappelle que nous avions 3 invités, et Mme Togola Awasemega de Kunafoli.com, Yoroso de l'Inter Bamako, Idrissa Diko Viva News. À la mise en onde, il y avait Nuhun Jiré. Régie vidéo Salemo Douara, réalisation Ousmane Djadje Touré, présentation Seydou Fomba. On vous retrouve dans une semaine pour un autre forum de la presse. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.